Ça marche. On recommence et on repart sur la troisième session qui va porter sur l'hémophilie et la thrombopénie immune. Et je voudrais donner la parole au premier orateur. Je ne sais pas si c'est Madame Khoubila ou Monsieur Maoujoud. Les deux. On commencera par Madame Khoubila pour nous parler de l'apport de la pharmacoéconomie dans la prise en charge des patients hémophiles. Madame la Présidente, vous avez la parole. Ousteda, 50 minutes. Moins. Beaucoup moins pour me concernant. Bonjour à tous. Pour les deux, 50 minutes. Pour les deux. Pour les deux, voilà. Okay. Avec la partie questions-réponses. Donc, bonjour à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver encore une fois. Et sans trop tarder, je remercie les laboratoires Roche d'avoir initié cette session et principalement pour parler d'un sujet un peu en dehors des sentiers battus et qui est la pharmacoéconomie, surtout avec l'événement des produits qui sont chers. Et donc, cette session sera beaucoup plus portée par professeur Amr Maoujoud, puisqu'il va parler vraiment des études de pharmacoéconomie. Et je serai en support par rapport à toutes les études qui ont prouvé l'efficacité et la pertinence de traitement des patients hémophiles par l'hémicizumab. Donc, sans trop tarder, je vais donner la parole au professeur Amr Maoujoud. Professeur Amr Maoujoud, il est vice-président de la SMEPS et il est néphrologue. Et ça se dit pharmacoéconomiste, spécialiste en pharmacoéconomie. Donc voilà, nous le remercions énormément parce qu'il aura certainement un grand apport. Il faut savoir qu'on s'intéresse en tant que société savante énormément à la pharmacoéconomie parce que tous, on est confrontés à des freins par rapport à la prescription de médicaments qui sont chers. On a besoin de permission ou de dérogation pour pouvoir accéder à ces médicaments chers. Et donc, la pharmacoéconomie peut aider énormément, d'où le choix du sujet aujourd'hui. Donc, professeur Maoujoud, à vous la parole. Bon, bonjour tout le monde. Merci au modérateur, professeur Khoubila. Tout d'abord, je remercie la Société marocaine d'hématologie pour leur invitation, ainsi que les laboratoires Roche qui m'ont invité pour ce symposium axé sur la pharmacoéconomie et son apport dans la facilitation de l'accès aux innovations thérapeutiques, notamment dans l'hémophilie. On m'a demandé de faire, tout d'abord, avant de parler de l'hémicizumab et les études pharmacoéconomiques qui le concernent, de commencer par une petite introduction sur les aspects généraux de la pharmacoéconomie. Donc, je vais faire juste un petit rappel sur la méthodologie qu'on utilise. Mais cette méthodologie, elle est là pour ouvrir le débat et ouvrir les autres sociétés savantes sur cette nouvelle discipline qui est les études pharmacoéconomiques, qui sont au cœur de la prise de décision en matière de santé et au cœur de la prise de décision pour faciliter l'introduction des innovations thérapeutiques. Donc, ce sont mes conflits d'intérêts. Pour parler d'innovation thérapeutique, il faut comprendre qu'elle s'inscrit dans un cadre général de prise de décision en matière d'un système de santé. Là, on va parler de l'hémophilie et des innovations thérapeutiques, mais pour les décideurs, dans leur mindset, il y a ce n'est pas un conflit, mais un challenge. C'est qu'ils ont à prendre une décision qui concerne non seulement un seul produit pour une pathologie donnée, mais sur plusieurs produits, dans plusieurs
pathologie par spécialité médicale et dans plusieurs spécialités médicales. Donc la demande, elle est croissante en continu, la population, elle est en croissance, alors que le budget, qu'on le veuille ou non, quel que soit le système de santé, il est limité. Il n'est pas extensible à l'infini. Donc cette prise de décision, si on veut la voir d'une manière pratique concernant un nouveau traitement, il concerne l'autorisation de mise sur le marché, la fixation de prix, le remboursement, la décision de rembourser ou non, inclure un traitement dans le tiers payant, un dossier de dérogation. Donc il y a plusieurs types de prises de décision. Ces prises de décision, ils sont au cœur de la discussion actuelle au Maroc et dans les différents pays qui cherchent à améliorer les standards de qualité des soins. Il est toujours intéressant pour juger la situation locale de voir ce qui se passe ailleurs. Si on fait un benchmark sur cette prise de décision à l'échelle internationale, comment ils font? Dans des pays qui ont commencé, on va dire, plusieurs années avant le Maroc sur cette nouvelle approche. L'approche moderne, c'est faire appel à ce qu'on appelle Health Technology Assessment, évaluation des technologies de santé. Donc, si on prend les pays scandinaves, si on prend les pays européens, tous les pays européens, des pays en Asie, l'Australie, les États-Unis, ils ont des agences, la FDA, NHS en Angleterre, HAS en France, des agences italiennes, espagnoles. Ces agences, elles sont là pour traiter ce problème de prise de décision quant à l'introduction des traitements. Quelle que soit la pathologie, quel que soit le médicament, quel que soit le dispositif médical, quel que soit le programme de santé. Donc, c'est une prise de décision qui est basée sur cette discipline qu'on appelle Health Technology Assessment. C'est quoi cette Health Technology Assessment? C'est un processus multidisciplinaire géré par des agences indépendantes. Et le Maroc, il a pris ce pas récemment en créant une agence nationale de la santé, une agence du médicament et une agence pour les produits de sang. Donc, le Maroc rentre dans cette dimension. Des agences qui traitent l'accès à l'innovation avec une approche, on va dire, moderne, une approche multidisciplinaire, mais surtout une approche evidence-based. Donc, ce n'est pas une prise de décision selon l'humeur, mais selon les faits et les résultats de la science. Donc, l'objectif, c'est permettre aux patients, in fine, de recevoir la meilleure option thérapeutique possible, tout en maintenant la viabilité du système, parce qu'il y a des contraintes économiques. Il y a aussi une dimension sociale, éthique, qui nous oblige à trouver la solution pour répondre à ce besoin. Donc, il n'y a pas que des décideurs politiciens, mais il y a surtout des scientifiques, il y a des économistes, il y a des philosophes, il y a des agents de la religion. Donc, il y a plusieurs dimensions à traiter. Parmi ces dimensions, il y a le côté technique de calcul, qui fait appel à des analyses pharmaco-économiques, qui fait appel à la discipline qui est la pharmacoéconomie, qui est la partie, on va dire, technique de calcul. Il y a plusieurs types de calculs, donc il y a plusieurs types d'études. Donc on n'est pas là pour traiter chaque type d'étude. Il y a des modèles très connus comme les études cost of effectiveness ou le cost of illness ou les budget impact qui sont les plus utilisés dans cette prise de décision. Mais le plus important à connaître, il y a des paradigmes fondamentaux. Donc dans cette introduction, je vais parler juste des paradigmes fondamentaux dans les calculs pharmaco-économiques. D'abord, ce sont des études qui font partie de la recherche biomédicale classique, donc elles obéissent à des guidelines méthodologiques, et il y a une partie spécifique à ces calculs qu'il faut qu'on respecte si on fait un calcul concernant l'icizumab ou qui concerne paracétamol. Donc il y a un standard on va dire, méthodologique à respecter. Pour cela, nous avons des sociétés savantes nationales et internationales qui nous guident, qui sortent régulièrement les guides méthodologiques à respecter. Et au Maroc, la SMEPS organise annuellement une journée dédiée à la méthodologie de ces calculs, qu'on appelle la journée Postisport. On est à la 4e édition bientôt. Premier paradigme. En analyse pharmaco-économique, on ne se limite pas à un calcul de coût. Ce n'est pas un calcul financier. Si c'était qu'un calcul de coût des traitements, donc on n'aurait pas besoin de créer toute une nouvelle discipline. C'est une
analyse combinée, à la fois costs and outcomes, donc les coûts et les résultats thérapeutiques. Donc il ne faut pas se leurrer et penser qu'en analyse pharmaco-économique, on va calculer combien ça va nous coûter de traiter l'hémophilie ou de traiter Parkinson par la dernière option thérapeutique. Non, ça c'est un calcul financier ou un calcul comptable. En calcul pharmaco-économique, selon le type d'étude, à la fois il y a le treatment cost, le coût du traitement et le outcome, selon la méthodologie utilisée. Donc c'est une évaluation combinée des coûts et des conséquences thérapeutiques. Ça, c'est le premier paradigme qu'il faut absolument intégrer. Le deuxième, il y a les détails en matière de coût de l'innovation, en matière de coût d'une intervention thérapeutique, médicaments, dispositifs médicaux, procédures chirurgicales, etc. On calcule, on raisonne en coût pathologie et non en coût médicaments. Ça, c'est important. Donc, il ne faut jamais prendre les coûts ou les prix des médicaments comme base de calcul, mais on prend toute la partie liée au patient et sa pathologie. Donc le prix médicament, c'est un leurre, c'est juste la partie émergente de l'iceberg. Si on prend une innovation et on voit le prix facial auquel elle est mise sur le marché, donc toutes les innovations auront du mal à rentrer sur un marché, auront du mal à être accessibles aux patients parce qu'on va voir que leur coût d'achat. Par contre, il y a toute la partie cachée de l'iceberg qui est liée à la pathologie et à son traitement, au traitement de ses complications, de ses effets secondaires, les bilans utilisés pour produire le soin, donc hospitalisation, consultation, exploration, admission aux urgences, mobilisation du personnel soignant, mais mobilisation de la famille, ce sont des coûts cachés. Et donc l'intérêt de l'approche pharmaco-économique moderne, c'est d'intégrer, avoir une approche holistique pour juger l'efficacité thérapeutique et l'investissement nécessaire pour l'avoir. C'est ça, une évaluation pharmaco-économique. D'une manière schématique générale, quand on prend une pathologie, nous avons une cohorte de patients, une population. Donc, quand on veut comparer, quand on veut évaluer le coût ou la pharmaco-économie d'un produit, nous devons toujours avoir l'esprit de comparaison entre deux options thérapeutiques. Et pour chaque option thérapeutique, nous devons regarder le health status, c'est-à-dire l'état de santé du patient. L'état du patient hémophile, comment il est sous cette option thérapeutique, qu'elle soit de standard of care, qu'elle soit l'option thérapeutique la plus moderne. Et en parallèle, on va voir ces coûts, les coûts liés à cet état de santé. Si on prend l'hémophilie en l'occurrence, on ne peut pas la juger que sur le coût du nouveau traitement versus le coût du traitement ancien. Ça, c'est un faux calcul. En tout cas, méthodologiquement, ne répondent pas aux standards actuels de l'approche. Bien sûr, on va voir la survie, comme dans toute option thérapeutique, mais il est obligatoire de voir la qualité de vie du patient, sous quel traitement. On doit avoir un recueil des données liées au nombre d'hospitalisations, quelle que soit l'option thérapeutique, quelle que soit l'intervention, le nombre des événements hémorragiques. On doit les intégrer dans le calcul. Chaque intervention, chaque passage aux urgences doit être intégré dans le calcul. Parce que si on ne fait pas ça, on va en quelque sorte, comme si c'est une perte de chance pour les options thérapeutiques modernes. Une option thérapeutique moderne, classiquement, elle serait plus chère sur le prix d'achat. Mais si cette option thérapeutique apporte autre chose dans le vécu du patient, moins de passages aux urgences, moins d'arrêts de travail, moins de mobilisation du personnel, moins d'investigation. Donc, il y a des coûts ailleurs qui sont dilués. Ces coûts, il faut les intégrer dans le calcul. Il y a plusieurs façons d'aborder ces questions de coûts. Bien sûr, il y a des guides méthodologiques pour les faire. Comme pour l'efficacité thérapeutique, comment on va la juger dans ce cadre d'analyse pharmaco-économique. Mais il y a d'autres éléments qui sont importants. Donc, je ne vais pas tous les détailler. Surtout, il y a la perspective d'analyse. Comment on va faire l'analyse de coûts, à partir de quel poste de dépense. Il y a ce qu'on appelle l'horizon temporel dans l'évaluation. Est-ce qu'on va faire l'étude ou l'évaluation sur 1 mois en transversal? Est-ce qu'on doit la faire sur 6 mois? Est-ce qu'on doit la faire sur 1 an? Est-ce qu'on doit la faire sur le lifetime de l'évolution de la maladie? Il y a des détails techniques qui parfois échappent
un premier calcul, on va dire, classique. Il y a d'autres aspects techniques qu'on utilise. Je ne vais pas les détailler. Je vais me consacrer le reste de cette présentation à 3 éléments fondamentaux. Comment on calcule les coûts, comment on juge l'efficacité et comment cette notion de perspective est cruciale avant d'entamer l'évaluation d'une innovation thérapeutique. Élément fondamental. Et parfois, il est négligé si on ne connaît pas la méthodologie. Avant de faire n'importe quel calcul qui concerne une intervention thérapeutique, quelle que soit la spécialité, il faut définir ce qu'on appelle la perspective d'analyse. C'est quoi cette perspective d'analyse? C'est le recueil des coûts. On le fait selon quel organisme qui paye. Le circuit de l'argent. Quand on évalue une perfusion de fer, est-ce qu'on est en mesure de la calculer selon la perspective de l'assurance maladie qui rembourse le fer? Est-ce qu'on doit intégrer le coût du personnel qui s'est chargé de la perfusion? Est-ce qu'on est en mesure d'intégrer un effet secondaire qui a survécu pendant cette perfusion? Le patient doit faire un dosage de ferritinémie, une numération sanguine. Ce coût de l'examen, comment on va l'intégrer? Est-ce qu'on doit l'intégrer? Donc il y a plusieurs aspects. C'est la définition de la perspective d'analyse qui va nous guider. Cette perspective d'analyse, classiquement partout dans le monde, on la distingue selon 4 éléments majeurs. Le provider, c'est la structure de soins. Le patient, le payeur, c'est l'assurance maladie en général, ou la société. C'est-à-dire on va intégrer toutes les dépenses qui soient faites par l'assurance maladie ou par l'État. Un patient qui passe aux urgences, qui va bénéficier, je ne sais pas, d'une transfusion, il y a des coûts qui sont supportés par le patient, il y a des coûts qui sont supportés par l'assurance maladie, et il y a des coûts qui sont supportés par l'État. Même si on ne les voit pas sur la facture, mais il y a des coûts. Il y a un personnel qui a été mobilisé, une infirmière, un médecin, un radiologue, etc. Donc cette mobilisation du personnel doit être intégrée dans le calcul selon la méthodologie adéquate. Et aussi, cette définition de la perspective, elle est cruciale parce qu'il va nous guider à faire le distinguo entre 2 éléments majeurs, ce qu'on appelle les coûts directs et les coûts indirects. Et ça, c'est une notion capitale. Quand on veut parler d'innovation thérapeutique et comment l'introduire, il faut connaître cette distinction entre les coûts directs et les coûts indirects. Mais avant de parler de coûts, il faut faire une distinction entre ce qui est un prix et ce qui est un coût. Le prix, il est connu spontanément. Les coûts sont cachés. Il faut les chercher, il faut les calculer. Le prix, il est affiché sur la boîte du médicament. Donc ça, il n'y a pas de calcul à faire. Par contre, le coût, on doit l'intégrer. Quand j'ai pris l'exemple de la perfusion du fer, le fer, on connaît le prix, il est public, il est hospitalier, il est à la pharmacie. Par contre, pour faire passer la perfusion du fer, le patient doit passer en hôpital de jour. Peut-être il a fait une ferricinémie, une NFS quelques jours avant. Le médecin doit valider la prescription. Il y a une surveillance, il y a un monitoring, il y a un effet secondaire qui peut survenir, une réaction allergique. Il y a des complications à court terme, à long terme. Donc tous ces éléments-là, quand on va les intégrer, on est en mesure de parler du coût de la perfusion du fer, qui n'a rien à voir avec le prix du fer. C'est la même chose quand on passe chercher un café. Il y a le prix du café, il est de 10 dirhams par exemple. On le paye, mais ça nous a coûté un transport, un ticket parking, etc. Donc le coût du café, ce n'est pas les 10 dirhams du café qu'on a donné à la caisse, mais autre chose. Mais il y a un troisième niveau on va dire de calcul. C'est ce qu'on appelle la valeur, de value. Est-ce que ce café est bon? Donc j'ai payé le café. Est-ce que ce café me plaît? C'est la même chose en médecine, c'est la même chose en intervention thérapeutique. Est-ce que, quand j'ai reçu le traitement, est-ce que je suis satisfait en tant que patient, en tant que système de soins? Est-ce que le patient a bénéficié réellement du traitement? Est-ce qu'il a répondu réellement au traitement? Donc, quand on fait ce troisième niveau d'analyse, on va parler de la valeur. C'est comme si on fait un rapport qualité-prix. Donc, sur l'ensemble des patients qui ont reçu le traitement, combien ils ont réellement bénéficié de l'action thérapeutique de l'innovation. Ça rejoint
l'idée de comment interpréter et extrapoler les données des essais cliniques majeurs sur une population locale quand on va avoir une innovation thérapeutique. Dans le dernier papier sur Lancet, il va nous dire qu'il y a un taux de réponse à 80%. Ça reste un taux de réponse dans l'essai clinique. Donc, c'est une efficacité théorique, expérimentale. Quand on va donner ce traitement-là à la population marocaine, ou à la population suédoise, ou à la population chinoise, si elles ne sont pas intégrées dans l'essai clinique de base, on a un doute, il y a un risque sur le taux de réponse local. Il peut être un peu plus, un peu moins. Donc, si on prend cette indication-là, et on va calculer sur la prévalence et sur l'incidence de cette pathologie dans un pays donné. Sur 100 patients, on va donner le traitement à 100 patients. Mais sur les 100 patients, in fine, il n'y aura que 60%, 65% qui vont répondre. Donc, alors que l'assurance maladie, elle a octroyé le traitement, elle a payé pour 100 patients. Quand on fait un raisonnement en value, donc il est rétrospectif, après génération des données locales, d'où l'intérêt de toujours avoir ces real-world evidence après l'essai clinique, ça va nous renseigner sur cette valeur. Mais ça, c'est un élément qu'on discutera par la suite. Donc, en matière de coûts, il y a des coûts indirects, des coûts directs et des coûts intangibles. Les coûts directs sont les plus connus. Ils sont directement liés à la pathologie et à son traitement. C'est le prix du médicament, plus tout ce qui est nécessaire pour prodiguer le soin. Comme la mobilisation du personnel, le consommable, la structure de soins, son amortissement, etc. C'est des coûts médicaux. Mais il y a aussi des coûts directs, mais qui sont non médicaux. Pour avoir la perfusion de fer, je dois me rendre à l'hôpital. Donc, il y a un transport. Donc, c'est un coût direct, mais qui est non médical. Donc, les coûts médicaux, les coûts directs peuvent être médicaux, ils peuvent être non médicaux. Il y a les coûts indirects. Les coûts indirects, c'est un élément majeur, ils concernent la perte de productivité liée à la maladie. Si on est malade, si on se rend à l'hôpital, on n'est pas productif, on ne va pas dans notre travail, on n'est pas producteur pour la société. Il y a un manque à gagner pour le patient, il y a un manque à gagner pour la société. Ce sont les coûts indirects. Il y a un troisième niveau, c'est ce qu'on appelle les coûts intangibles. C'est toute la souffrance liée à la maladie. Théoriquement, on va essayer de la quantifier, mais en pratique, on se limite au calcul de coûts directs et indirects. Pour les coûts intangibles, nous allons les évaluer par les méthodes d'évaluation de la qualité de vie. Au Maroc, nous avons des structures de soins hétérogènes. Nous avons une assurance maladie qui est en train de se généraliser à tous les patients pour aller vers un système beaucoup plus homogène. Mais surtout, nous avons un out-of-pocket des patients qui payent encore beaucoup de leur poche, qu'ils aient une assurance maladie ou pas. Donc, nous avons un out-of-pocket qui est aux alentours de 38 à 45% selon les pathologies, donc qui est énorme. Nous avons la société. Donc, la société, in fine, elle supporte tous les coûts qu'on ne regarde pas à première vue, notamment les coûts indirects. Le respect de l'inclusion-exclusion des différents coûts selon les perspectives est obligatoire. S'il n'est pas respecté, ça touche la validité des résultats de l'analyse pharmaco-économique. Et si on se trompe sur l'inclusion des coûts, nos résultats, même si les calculs sont bons, mais le résultat n'est pas pertinent, il n'est pas valide. Et donc, utiliser des rapports basés sur des calculs méthodologiquement faux, ça peut guider ou ça peut influencer vers des prises de décision erronées. Donc, c'est ça l'élément fondamental, définir la perspective et choisir les coûts en fonction de cette perspective. Si on fait le même exercice pour l'hémophilie, et majoritairement dans tous les pays, on va dire, qui ont précédé le Maroc, ils insistent sur deux perspectives. C'est la perspective assurance maladie, parce que c'est le payeur majeur, c'est le cas au Maroc, qu'on complète par la perspective sociétale, pour inclure les coûts indirects. Pour l'hémophilie, ça va être la même chose. Quand on fera l'analyse, il faut respecter ce qu'on avait dit en fonction de l'assurance maladie. Si on fait une perspective hospitalière, au Maroc et même à l'échelle internationale, on ne les fait pas souvent, sauf dans un cadre, on va dire, d'efficience et de rentabilité. C'est beaucoup plus du regard des structures privées où l'introduction d'une nouvelle option thérapeutique, elle peut avoir des conséquences sur le coût de revient de l'intervention thérapeutique, chirurgicale, etc. Pour le patient,
en hémophilie, il y a beaucoup de frais qui ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie, notamment le transport, mais il y a aussi tout ce que le patient achète pour son bien-être, pour sa survie, pour gérer les accidents hémorragiques à domicile. Il y a pas mal de coûts qui sont associés à la pathologie, mais qu'on ne voit pas. Donc, quand on va introduire une nouvelle option thérapeutique, il est important de regarder le out of pocket du patient, comment il va changer. Est-ce que cette nouvelle option thérapeutique, est-ce qu'elle améliore aussi ça? Donc, pas seulement l'assurance maladie, mais le patient. Bien sûr, idéalement, c'est toujours avoir la perspective sociétale. On va intégrer à la fois la perspective assurance maladie, la perspective patient. Et là, on sera complet dans notre analyse et on ne va pas pénaliser une option thérapeutique vis-à-vis d'une autre si les choses ne sont pas respectées. Donc, comme je l'ai dit, à l'échelle internationale, on travaille avec l'assurance maladie et avec la perspective sociétale. Mais pour finir, j'ai une question. Est-ce que le coût des jours d'absence au travail des parents d'un enfant hémophile devrait être inclus? Pourquoi? Comment? Inclus, non inclus? Qui est pour inclus? Qui est pour non inclus? Il fallait poser la question. On est en quelle perspective? Si on est en perspective assurance maladie, inclus, exclu? Exclu. Si on est en perspective sociétale, inclus. Parce que le patient hémophile, l'enfant hémophile, il est aux urgences, mais il n'est pas seul. Il est avec sa mère, son père et peut-être quelqu'un d'autre. Ses parents ne vont pas travailler 1 jour, 2 jours, ils vont demander des jours d'arrêt. Donc, il y a des coûts que l'État va payer. Directement, indirectement, il va les payer. Et donc, quand on va améliorer ce nombre de passages aux urgences du patient hémophile, on va améliorer le nombre de jours d'absence de ses parents que l'État va récupérer. Donc, il y a un gain quelque part qu'on doit calculer, qu'on doit chercher. On dit toujours que le coût de l'information manquante est parfois beaucoup plus cher que le coût de l'innovation thérapeutique, mais il faut faire le calcul. Mais dans ce processus de Health Technology Assessment, il est graduel. Et dans ce raisonnement, il ne faut pas se tromper d'étape. Donc, nous avons plusieurs types de calculs, plusieurs types d'études, mais chaque type d'étude, il est conçu pour répondre à une question spécifique dans ce process. Premier niveau de discussion. Le décideur, il a plusieurs spécialités médicales, il y a plusieurs pathologies par spécialité, et dans chaque pathologie, il y a plusieurs innovations thérapeutiques. Donc, il doit répondre à la question, comment je vais prioriser, comment je vais classer, est-ce que je dois investir X budget sur la dernière ligne thérapeutique, la 5e, dans un cancer du poumon métastatique, pour une amélioration de survie de 2 mois, 3 mois, ou bien je mettrai cet argent sur des patients jeunes hémophiles que l'État va récupérer comme producteurs de richesse sur 30 ans, 40 ans. Donc, tout est défendable. Donc, il n'y a pas de classement de valeur, mais la prise de décision doit être éclairée par des calculs. Donc, toutes les décisions peuvent se défendre. Mais comment on va faire? Pour ça, nous avons ce qu'on appelle les Cost of Illness Studies, les études de fardeau de la maladie, les études Burden of Disease. Donc, on fait une évaluation avec ses coûts directs, indirects de la pathologie, avec son traitement, qu'il soit le standard of care, état des lieux, ou avec l'innovation thérapeutique, mais on va calculer combien coûte cette pathologie, combien coûte l'hémophilie pour le patient et pour l'État. Donc, si on a un bon calcul de l'épidémiologique, un bon calcul de la taille du marché, l'État doit avoir un chiffre. L'hémophilie coûte tant selon l'état actuel des lieux. Avoir ce calcul permet d'avoir, on va dire, une approche parmi d'autres de la priorisation dans la prise de décision. Ça, c'est le premier niveau. Donc, nous avons vu que l'hémophilie coûte cher pour l'État, il coûte tant de milliards par an. Donc, il faut investir dans ces traitements. Et là, on passe au deuxième niveau d'analyse. Nous avons plusieurs options thérapeutiques. Nous avons cherché l'option ou les options les plus cost-efficient, parce que c'est un calcul d'efficience. Pour cela, nous avons le gold standard des analyses pharmacoéconomiques, ce qu'on appelle le cost effectiveness. C'est les analyses comparatives head-to-head entre options thérapeutiques sur les coûts et les conséquences thérapeutiques. Ça, c'est le deuxième niveau
de discussion. Après, si on passe ce niveau, donc nous avons vu le fardeau de la maladie hémophilie, nous avons vu que l'innovation thérapeutique est cost-efficiente quand on la compare au standard of care actuel, mais est-ce que le système de santé peut supporter de proposer ce traitement à tous ces patients qui ont l'indication? Autrement dit, est-ce qu'on peut autoriser, donner à tous les patients qu'on a? C'est le troisième niveau de discussion qui, en pharmacoéconomie, on l'appelle de affordability. Est-ce que le système peut supporter cet investissement? Pour cela, il y a un type d'études spécifiques qu'on appelle les budget impact analysis. Ce sont les analyses qui nous permettent de voir jusqu'à quel point le système de santé peut introduire l'innovation thérapeutique et jusqu'à quel nombre de patients. Je pense que c'est la dernière slide. Donc, on se revoit à la deuxième partie. Merci. Donc, juste avant de recéder la parole au professeur Mawjoud pour là vraiment exposer les études de pharmacoéconomie qui ont été réalisées concernant l'emicizumab. Bien sûr, la pharmacoéconomie, elle repose sur les données de l'evidence-based medicine, qui est une association de l'expertise clinique du médecin, bien évidemment, du meilleur niveau de preuve disponible, mais aussi des valeurs des personnes et des patients et de leurs préférences. Vous savez tous que le meilleur niveau de preuve, ce sont les méta-analyses, mais aussi les études randomisées, les essais cliniques randomisés et contrôlés. Là, c'est rapidement pour dire que quand on n'adhère pas à l'evidence-based medicine, bon, on peut avoir des soucis dans la prise en charge, notamment, je dirais qu'en situation de réanimation, on va avoir un oubli de la prise en charge ou bien de l'administration de l'antibiothérapie dans 30 à 70% et peut-être un défaut dans le schéma d'immunisation ou de vaccination des enfants dans 76% des cas. Donc, d'où l'objectif de ce workshop, c'est-à-dire d'aller et de voir le coût, la pharmacoéconomie, mais aussi qui repose sur l'evidence-based medicine. Alors, concernant l'expertise clinique, vous savez tous que l'hémophilie est une maladie extrêmement handicapante, que les challenges varient en fonction de l'âge. Aujourd'hui, on est confronté beaucoup plus à une population d'adultes avec un risque cardiovasculaire qui est augmenté et un risque de cancer qui est augmenté par rapport à une population générale. Et qui dit risque cardiovasculaire augmenté dit anticoagulation. Et il faut vraiment anticoaguler un patient hémophile. Aussi, dans les pays émergents, on a plusieurs soucis, notamment l'accès au traitement, la disponibilité, les problèmes sociaux, mais aussi l'handicap physique des patients. Alors, il y a eu une nouvelle approche qui a été présentée, c'est le modèle de Skinner, c'est-à-dire qu'on n'est plus focalisé sur un certain moment, pendant une dizaine, vingtaine d'années, on était sur le schéma prophylactique, il faut être supérieur à 1% pour faire basculer l'hémophile de l'hémophilie sévère à l'hémophilie modérée. Il n'y a plus vraiment ce modèle maintenant, puisque l'objectif actuel du traitement de l'hémophilie, c'est vraiment d'offrir une hémostase correcte aux patients et non pas de faire basculer les patients à cet objectif-là d'être supérieur au 1%. Pourquoi? Parce que vous voyez là, il y a des zones de danger quand les patients, la clairance va augmenter du produit qui va être infusé et donc au fur et à mesure de la clairance du produit, le patient va être exposé à un risque hémorragique qui peut être soit hémorragie intracrânienne, soit des hémarthroses à répétition qui vont conduire à l'arthropathie hémophilique. Aussi, il y a un souci par rapport à ce que disait tout à l'heure professeur Mawjoud, le burden of disease, ou le fardeau de la pathologie. Aussi, il y a un problème de disponibilité ou bien d'accès veineux qui pose vraiment problème aux praticiens. Bien sûr, les répercussions ont été décrites dans plusieurs articles. Et selon les recommandations de la dernière version de la Fédération mondiale d'hémophilie en 2019, il n'y a pas de doute que la prophylaxie est le gold standard. Bien sûr, il y a eu une évolution des traitements de l'hémophilie au fur et à mesure des années. Ce qui est important de garder à l'esprit, c'est à partir de 2010, il y a eu beaucoup
de choses qui ont été présentées. Notamment, on va commencer par les produits à demi-vie prolongée qui malheureusement n'ont pas eu vraiment leur place dans le monde de l'hémophilie puisqu'ils ont été mis sur le marché à partir de 2014. En 2017 a été autorisée la mise sur le marché de l'hémicizumab qui est le chef de file de toute une autre génération, toute une autre philosophie de traitement. Et donc, ça a un peu réduit l'utilisation de ces produits à demi-vie prolongée. Et ce qui est très important, c'est l'introduction de la thérapie génique qui est aujourd'hui à un stade très, très avancé et qui pourra être disponible dans les 5 à 10 années à venir. C'est vrai qu'elle a un coût, mais pour le moment, c'est le seul traitement curateur de l'hémophilie. Donc, il est vrai que l'hémicizumab bénéficie du meilleur programme d'essai ou bien de développement clinique à partir des premières découvertes de Chugai, qui est une filière de Roche, jusqu'aux dernières publications de vraie vie. Donc, il y a une abondance maintenant de publications de vraie vie sur l'utilisation de l'hémicizumab. Et à ma connaissance, je pense dans le monde, il y a entre 300 000 et 400 000 utilisateurs d'hémicizumab dans le monde. Je ne suis pas sûre ou bien 20 000, je pensais, excusez-moi, c'est entre 20 000 à 40 000 utilisateurs d'hémicizumab dans le monde. Donc, rapidement pour parler du programme de développement de l'hémicizumab, donc différents protocoles et âges ont été testés, aussi différentes situations, passant avec et sans inhibiteurs, avec l'objectif, bien évidemment, primaire, c'est de réduire tout ce qui est syndrome hémorragique, tout ce qui est atteinte articulaire et tout ce qui est hémorragie grave à traiter. Donc, de manière globale, si on voit les résultats, donc ce qu'on voit en jaune, ce sont la proportion de participants qui ont eu zéro saignement. Et donc, ça varie entre 70% entre les premières 24 semaines et jusqu'à 82%. Et il faut savoir que pour toutes les études, dans les 24 premières semaines, on a des résultats qui sont un peu moins bons par rapport aux autres, juste parce que c'est la phase où on fait la dose de charge et on a besoin d'un certain moment pour avoir une concentration d'hémicizumab qui va être stable dans le sang. Donc tout ça, je passe rapidement. Ça, ce sont les résultats des essais des études Haven. Et là, juste un petit mot, vous voyez la Haven 4 qui a peut-être un peu de moins bons résultats. C'est le schéma thérapeutique 6 mg par kilo, par voie sous-cutanée bien évidemment, une fois par mois en traitement d'entretien. Et donc, je ne sais pas ce que vous faites, mais nous, en pratique clinique, ce qu'on préfère, c'est le schéma thérapeutique de 3 mg par kilo chaque 15 jours, où on a de meilleurs résultats. Voilà, je passe rapidement parce que je pense que les études qui vont être présentées par professeur Mawjoud sont aussi, et par souci de temps, sont aussi importantes. Et on voit comme résultat final qu'on est arrivé au final, après les 4 études Haven, d'avoir 95% de saignements sur des articulations cibles qui ont été traitées. Donc, il y a eu, bien sûr, comme tout médicament, des effets secondaires. Dans les premières études, il y avait les microangiopathie thrombotique, et ça, c'était ce qui était incriminé, c'est l'association du FEBA à des doses élevées avec l'hémicizumab. Il y a eu des recommandations par la suite, justement, pour ne pas favoriser ce risque thrombotique, de vraiment privilégier l'utilisation du facteur 7 plutôt que du FEBA, ou bien de diminuer la dose du FEBA à 50 unités kilo. Sinon, les autres effets secondaires, ce sont infections du respiratoire supérieur, des réactions allergiques, en tout cas des réactions qui n'étaient pas considérées comme majeures. Donc là, je redonne la parole au professeur Mawjoud, justement, pour parler des études de pharmacoéconomie spécifiques à l'hémicizumab. Vous n'êtes pas fatigué? Continue. Donc une partie beaucoup plus fun que la première partie.
Donc là, nous avons vu différents types d'études. Maintenant, on va faire des exercices d'application, plutôt des exemples d'application. Premier niveau, il faut connaître combien coûte la pathologie. C'est cost of illness, fardeau de la maladie. Ça va nous donner 3 types d'informations. Combien ça coûte par patient, combien ça coûte pour tous les patients, et quels sont les inducteurs de coûts. Dans une pathologie donnée, il n'y a pas que le médicament. Parfois, les complications dans certaines pathologies coûtent plus cher que le médicament. Parfois, ce sont les hospitalisations. Parfois, c'est les traitements adjuvants. Donc, d'une manière générale, ce type d'étude, il va nous donner ces renseignements. Exemple, hémophilie au Brésil. Le Brésil, je pense, c'est parmi les pays où on a la plus grande, des pays où il y a une grande prévalence d'hémophilie. Là, une étude de cost of illness, prospective sur 12 mois, ils ont recueilli, donc ils ont un système de recueil des données sophistiqué, parfait. Donc, tout ce qui est lié à la pathologie, à son traitement, il est relevé. Donc, ils ont 40 patients qui ont été inclus dans cette analyse. Et l'exemple du Brésil, c'est un exemple qui est proche de notre contexte. Donc, pour moi, c'est important de voir ce qui se passe là-bas. Au-delà des chiffres, le plus important, c'est la dynamique des chiffres qu'il faut regarder. Là, dans cette étude sur 1 an, ils trouvent que le coût de la pathologie, de la prise en charge de la pathologie, augmente avec l'âge. Donc, plus on avance dans l'âge, la maladie coûte plus cher. Ça, c'est intéressant pour les décideurs par la suite. Aussi, nous avons des variations de coûts. Donc, on a authentifié des variations de coûts selon la sévérité. Donc, selon le niveau d'activité du facteur 8, plus l'activité est basse, plus ça coûte cher pour le pays. Donc, ça, c'est des informations cruciales dans une future, on va dire, approche sur le remboursement. Quand on est à budget limité, on doit faire des choix. C'est en fonction de ces données-là qu'on va faire ces choix-là. Est-ce qu'on va juger sur la sévérité, est-ce que sur l'âge, mettre du traitement plus précocement, etc. Bien sûr, donc, les formes sévères coûtent pour le Brésil 3 fois plus cher que les formes modérées, mais ils ont vu que les inducteurs de coûts qui ne sont pas négligeables, au-delà des traitements, ce sont les complications et les hospitalisations qui étaient significatifs. Donc, sur la facture totale, il n'y avait pas que le coût des traitements, mais il y a autre chose. Et bien sûr, ce genre d'études, ils ont des implications directes. C'est le premier niveau d'analyse pharmacoéconomique, mais on peut récupérer beaucoup de données pour le système de santé, notamment sur l'orientation de l'allocation efficace des ressources. Donc, et dans ces pays-là, ça ajuste les politiques de remboursement, etc. Et pour le Brésil, le fardeau économique de l'hémophilie est aux alentours de 900 millions de dollars, donc ce qui est énorme. Donc, on peut faire l'extrapolation avec pincette, mais au Maroc, on doit être à des chiffres aussi grands. Autre modèle, c'est le modèle turc. Donc, j'ai choisi des modèles de pays qui ne sont pas très hétérogènes par rapport à notre structure. Là aussi, c'est un cost of illness. Ils vont calculer le coût total, coût direct, indirect, perspective assurance maladie, plus sociétal, pour inclure les coûts liés aux patients. Là, sur le même modèle, sur 1 an, le coût total par patient est de 100 000 $, mais chez les patients avec inhibiteurs, on triple le budget. Donc la facture triple selon la sévérité et avec un fardeau pour le pays qui est aux alentours de 500 millions de $. Donc c'est énorme, même pour un pays comme la Turquie. Donc faire ce genre d'études, il est obligatoire chez nous parce que ça va nous donner le baseline d'analyse. Avant d'évaluer le coût de l'innovation, il faut connaître le coût pathologie. Donc, on doit faire ça pour ne pas oublier cette partie cachée de l'iceberg. Là où on dépense, même si on ne le sait pas, on dépense beaucoup. Parfois, on peut récupérer ces dépenses diluées pour investir dans l'innovation. Si on passe ce niveau, on passe aux analyses cost-effectiveness pour faire des comparaisons. Et là, on parle de cost effectiveness, de cost efficiency. La particularité de ces études, c'est qu'ils sont, sur le plan technique, demandent plus de technicité, on va dire. Ils ont un critère de jugement qui est un peu, qui n'est pas mainstream, qui n'est pas utilisé dans d'autres types d'analyse, ce qu'on appelle le ICER, Incremental Cost Effectiveness Ratio. C'est un delta coût sur delta efficacité. Prenez une innovation et prenez un standard of care, quelle que soit la pathologie. Sur une population donnée, il faut calculer les moyens par patient et on va faire la soustraction.
qu'on va diviser sur une évaluation de l'efficacité thérapeutique. La particularité, mais c'est le gold standard actuel à l'échelle internationale, ce sont les études cost-effectiveness. Il n'y a pas un dossier de remboursement qui va passer à la FDA ou au NHS ou à l'HAS ou dans d'autres pays sans une évaluation cost-effectiveness. Donc, il faut accepter cette difficulté méthodologique, mais c'est la meilleure approche. Il n'est pas parfaite, mais c'est la meilleure approche pour avoir des comparaisons et pour prendre une décision basée sur des chiffres. Donc, cette analyse cost-effectiveness va nous donner ce ICER. Ce ICER, dans beaucoup de pays, c'est la base de la décision du remboursement. Je ne veux pas trop dévier sur le sujet initial, mais quand on calcule ce ICER, pour les pays, ils définissent un seuil ICER, qu'on appelle le WTP, Willingness to Pay, la disposition à payer, qu'on va classer par pathologie. En moyenne, elle est aux alentours de 30 000 jusqu'à 50 000 dollars par QALY. C'est quoi un QALY? C'est le critère de jugement dans les analyses pharmaco-économiques. C'est une évaluation combinée à la fois de la survie et de la qualité de vie. Évaluation combinée. Donc, on ne va pas se limiter au calcul de survie de l'innovation thérapeutique. On va obligatoirement faire un deuxième calcul. Et ça part d'un postulat qui est logique. Prenez 2 patients hémophiles. Un qui est sous traitement, on va dire, usuel, qui fait je ne sais pas combien de passages aux urgences par an, combien d'hospitalisations, plusieurs transfusions, problèmes orthopédiques. Et un autre patient qui est sous un autre traitement, on va dire, prophylactique, il y a moins de complications. Sur une année, ils ont eu la même survie sur l'année. Les deux sont vivants, mais ils n'ont pas le même vécu. Et multiplier ça sur leur espérance de vie. Donc, c'est des patients qui ont la même survie, mais qui n'ont pas la même qualité de vie, qui n'ont pas la même autonomie. Cette différence, maintenant, dans toutes les pathologies, on essaie de la quantifier par ces QALY. Donc, le Quality Adjusted Life Year, l'année de vie pondérée par la qualité de vie. C'est ce qu'on utilise dans les études cost-effectiveness. Si on prend un exemple italien, l'Italie, c'est parmi les pays les plus avancés en matière d'analyse pharmaco-économique. Ils ont fait des évaluations cost-effectiveness de l'emicizumab dans l'hémophilie. Dans ce genre d'études, souvent, on fait appel à ce qu'on appelle des modèles de Markov. Dans des pathologies chroniques évolutives, on ne peut pas les évaluer sur, on va dire, sur une courte durée de 6 mois, quelques mois, et dire c'est l'état du patient. Un patient hémophile, il fera des complications aiguës, des complications chroniques. Il va transiter entre différents états. Des états où il va saigner, des états où il ne va pas saigner, des états où il aura des complications articulaires orthopédiques et des états où il n'aura pas ces complications. Donc, ce vécu différent entre les patients, on est obligé de l'intégrer dans l'analyse et on fait appel à ces modèles de Markov qui sont des modèles mathématiques utilisés dans tous les domaines. Et depuis quelques années, ils sont intégrés maintenant dans les projections, on va dire, médicales, quelle que soit la pathologie. Parkinson, hémophilie, insuffisance rénale, AVC ischémique, dans toutes ces pathologies évolutives, pour faire de la modélisation, ne serait-ce que sur la prévalence, pour comment calculer une prévalence d'une pathologie chronique, on doit obligatoirement passer par un modèle de Markov. Donc ce modèle de Markov, on l'applique à l'hémophilie pour identifier ses états de santé, et pour chaque état de santé, on va évaluer ses QALY et bien sûr les coûts selon la méthodologie des coûts directs et indirects. Au-delà des calculs, ce genre d'études nous permettent d'avoir cet ICER. Dans cette étude italienne, nous avons un total cost qui est négatif. Donc en Italie, en utilisant l'emicizumab, ils dépensent moins par rapport au standard of care, alors que classiquement, dans les innovations thérapeutiques, ils sont beaucoup plus chers. Mais là, quand on intègre des coûts directs, des coûts indirects, le coût des complications évitées, on est positif en cost saving, c'est la dernière colonne, ce qui est, on va dire, l'espoir de tout clinicien et de tout système de santé. C'est avoir des résultats pareils. Mais ça, c'est l'Italie. On va dire que peut-être que le système de santé là-bas, il peut supporter l'investissement. Mais j'ai vu récemment une étude au Pérou. Donc, on n'est pas sur un pays scandinave ou autre. Ils ont fait une analyse cost-effectiveness et emicizumab chez leurs patients
hémophiles. Modèle de Markov, en classant les patients selon les états. Donc, perspective, assurance maladie et sociétale, adultes et enfants, horizon temporel, donc 16 ans pour les enfants, 52 pour les adultes. Donc, le calcul est sur l'espérance de vie du patient. Donc, ce n'est pas un calcul sur une année là. Ce n'est pas comme dans le cost of illness, on est sur des horizons temporels courts. Quand on va évaluer le cost effectiveness, idéalement, on le fait sur l'espérance de vie du patient. Là, on a la littérature, on a les registres pour définir l'horizon temporel. Donc, je vous passe les détails techniques. Résultat. Pourquoi j'ai choisi le Pérou? Parce qu'ils ont un système, on va dire, hétérogène. Il y a des patients dans le public, des patients dans le privé, des patients qui ont l'assurance maladie, des patients qui sont, on va dire, sur un régime solidaire. Il y en a qui ont la prophylaxie, certains reçoivent les coagulants anti-inhibiteurs, adultes, enfants. Donc, le système est hétérogène. Donc, ce n'était pas facile de faire un modèle sur ça. Mais ils l'ont fait, donc c'est faisable. Les principaux résultats. Même au Pérou, en intégrant une innovation thérapeutique comme les Misusimab, ça coûtait moins cher par rapport au standard of care qui était, on va dire, qui n'était pas un vrai standard of care. Ils ont un gain d'efficacité. C'est les fameux QALY. Donc, quand c'est positif, c'est bien. Donc, on gagne en QALY. Donc, même pour le Pérou, c'était cost efficient. Et là, il ne faut pas se tromper et dire que ce genre d'études, ce n'est pas fait pour des pays, entre guillemets, pauvres. Au contraire, dans les pays où on a un système de santé ou une couverture, une assurance maladie très solidaire, où l'État peut injecter à chaque fois de l'argent, je dirais, entre guillemets, à la rigueur, ils n'ont pas besoin de ce type de calcul. Mais si on prend une approche anglo-saxonne, ils sont à fond dans le cost effectiveness. Et maintenant, on voit dans l'Amérique latine, ils emboîtent le pas. Brésil, Pérou, Argentine, ils sont dans le cost effectiveness. C'est quand on n'a pas assez d'argent où il faut être cost efficient au maximum, plus que les pays riches. Et donc, ce genre d'études sont obligatoires chez nous. J'espère qu'avec la nouvelle dynamique, on va rentrer. On en fait, mais pas beaucoup. Donc, je pense qu'il faut généraliser cette approche. Donc, implication pour le Pérou, c'était économie à moyen terme et à long terme, une réduction de la charge hémorragique liée au saignement. Et donc, il y a un retour sur investissement, et c'est ça l'intérêt de ce genre d'études. Donc, en faisant le bon calcul, en injectant pour une innovation, on récupère de l'argent derrière. Bien sûr, nous avons besoin d'un scénario marocain, non pas pour démontrer l'efficience, mais pour la quantifier. Parce que si ça a été fait partout, donc on a presque les mêmes résultats partout, au Maroc, on doit quantifier ce gain. Donc, si on fait le bon calcul, ça va encourager à aller vers un modèle de soins proactifs basé sur la prophylaxie plutôt que sur le traitement on demand. Donc, ça, c'est juste un autre exemple de cost effectiveness. C'était... Comment revenir? Ça, c'est un modèle thaïlandais. On retrouve la même chose. On gagne en efficacité, mais on gagne en efficience de coût. Quand on dépasse ce niveau, on passe au troisième niveau. L'État peut prendre combien de patients sous l'innovation thérapeutique? On sait qu'il est cost efficient par rapport au standard of care. Là, c'est là où souvent, on va dire qu'il y a un blocage. Un blocage sur, est-ce qu'on va prendre tout le monde? On va prendre la moitié, on va prendre que les enfants, on va prendre que les formes sévères, on va prendre que les patients qui ont une activité facteur 8 inférieure à 1%. Ce genre de discussion, on ne peut pas les faire, d'abord sans avoir les différentiels de coûts selon les formes, on ne peut pas les avoir sans avoir des données locales sur l'efficacité réelle sur le pays. Je m'explique. Donc j'ai dit tout à l'heure qu'entre l'efficacité théorique dans les essais cliniques et avant l'introduction sur le pays, le décideur n'a pas d'assurance, il est en calcul de risque. Si je donne ce traitement à toute la population, en plus, si on n'a pas un vrai calcul de l'épidémiologie locale. Donc, on ne peut pas dire « OK pour ce traitement » et donc tout dossier qui vient, on va le donner. Parce qu'on peut se tromper de calcul et au lieu de modéliser sur 100 patients, on se retrouve avec 500. Et là, on explose le budget. Ce qui se fait ailleurs, c'est avoir des discussions en amont par des budget impact analysis. C'est quoi ces budget impact analysis? On prend l'état actuel des lieux
on n'a pas l'innovation thérapeutique, on n'a pas les mésusimab. On fait les calculs cost of illness. Donc, actuellement, voilà combien ça coûte. Et on fait un scénario. Donc, c'est de la modélisation. On introduit la nouvelle stratégie. Ici, c'est les mésusimab. Et on doit calculer combien ça devrait coûter. Combien ça devrait coûter selon les données qu'on avait trouvées sur les études préliminaires. Mais il y a un bémol. En introduisant une innovation thérapeutique, comme j'ai dit, on ne peut pas savoir combien on va donner. On va faire des scénarios. Je vais introduire les mésusimab à 10%, à 15%, à 20%, à 30%. Et pour voir quel est l'impact sur mon budget. Là, c'est des études qui sont faites par l'État ou par l'industrie pharma ou par les deux, parce qu'ils doivent se mettre d'accord sur les calculs. Et ils sont obligatoires pour autre chose, et j'allais oublier ce point. Quand on fait ce genre de calcul, on se base sur ce qu'on appelle un prix facial. C'est le prix officiel d'un traitement. Mais à l'échelle mondiale, il y a le prix facial et il y a le prix réel. Comment on fait? Une innovation, on va dire 8 fois sur 10, elle vient des États-Unis. Donc le premier pays où on introduit l'innovation, c'est aux États-Unis. Nous avons un prix américain. Ce prix américain est pris comme base de calcul pour le prix européen. Angleterre, pays scandinaves, etc. Donc le prix européen est influencé par le prix américain. Au Maroc, on fait un benchmark sur 7 pays. Portugal, France, Italie, Arabie Saoudite, Turquie, Espagne, je pense. Et donc, le prix européen influence le prix marocain. Le prix marocain, il est aussi utilisé comme benchmark dans d'autres pays de la région. Et donc, on ne peut pas aller et baisser le prix d'un produit parce que ça touche des équilibres, on va dire, régionaux. Dans les calculs réels, en Europe, aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle des Managed Entry Agreements, des contrats entre les laboratoires et l'État et l'assurance maladie sur des rabais de calcul. Ces rabais de calcul, ils sont obligatoires à introduire dans le calcul budget impact en fonction de 2 choses. Combien on peut prendre et quel est le taux de réponse espéré chez notre population. Ce sont des détails techniques, mais ce sont des détails obligatoires si on veut rentrer dans ce monde d'introduction de l'innovation thérapeutique. C'est ce qui se fait ailleurs et c'est des modèles qu'on commence à les discuter, alors qu'il y a quelques années, on ne les discutait même pas au Maroc. Maintenant, il y a une nouvelle dynamique et pas plus qu'il y a 1 mois et demi, il y avait toute une journée sur 2 jours à Srerat, colloque national, sur ces nouveaux contrats entre l'État et l'industrie pharma et les sociétés savantes. J'ai fini. C'est très intéressant. Donc, merci beaucoup, professeur Maoujoud, justement de nous avoir exposé les études déjà en cours et qui ont montré qu'à des pays peut-être au système de santé comparable ou bien à des niveaux économiques comparables ou peut-être moins, finalement il y avait une efficience des produits innovants par rapport au traitement standard. Donc je vais passer rapidement pour conclure moi aussi et dire que finalement on a une expérience au niveau du service d'hématologie et d'oncologie pédiatrique. Actuellement, on avoisine les 20 patients et sur un travail qu'on avait fait, donc on avait sélectionné les patients qui avaient un profil, un phénotype hémorragique assez sévère et ces patients-là, on est passé de 28 ABR, annual bleeding rate, de 28 à moins de 1. On était entre 0 et 1. C'est vraiment des patients qu'on ne voit plus, qui viennent que parce que c'est vrai que ça nous embête, c'est des tracas pour leur remplir toutes les formalités, parce qu'il faut vraiment galérer pour avoir le produit. Je disais tout à l'heure, on a besoin d'une dérogation particulière pour avoir le produit, et donc c'est des patients qu'on ne voit plus du tout. Et c'est des patients beaucoup plus qu'on voit pour les accompagner lors de chirurgie. Et là, mon dernier mot serait de dire, même si on a un traitement qui est efficace, il faut garder la fibre clinique et que finalement, on doit respecter le profil hémorragique du patient. Et si le patient a un profil hémorragique qui est très sévère, même sous hémicizumab, il faut penser à
compléter son traitement, surtout lors de chirurgie, parce que finalement, pour optimiser ses chances, parce que finalement, comme je disais, on est clinicien et donc la clinique, le phénotype hémorragique du patient demeure le meilleur indicateur de qualité. Donc, je vous remercie. Je remercie professeur Maoujoud et la parole est à la salle pour les questions. Merci beaucoup pour les conférenciers, pour cette présentation. Vous avez des questions, une ou deux? Oui, madame. Merci beaucoup, Sim Moujoud. C'est extrêmement intéressant de vous écouter et parler un petit peu de pharmacoéconomie. C'est quelque chose que, en tant que praticien, nous n'y pensons pas beaucoup, tellement on est pris pour pouvoir traiter un peu les patients sur le plan purement médical. Moi, j'avais au fait deux questions, mais vraiment à un stade très basique. La première était ce que vous aviez montré au début de votre première présentation sur les différents stades d'approuvement d'un médicament, que ce soit au moment où il est présenté au niveau des autorités, l'octroi de l'AMM, l'octroi du prix, l'octroi du remboursement et tout ça. Alors, j'imagine très bien qu'au premier niveau d'AMM et de prix, les études de pharmacoéconomie ne sont pas prises en considération, mais plutôt au moment où la question du remboursement est posée à ce moment-là. Pourquoi est-ce que, au moment où on octroie l'AMM, qui est une autorisation de mise sur le marché purement médicale, technique pure, et le prix, est-ce qu'on ne met pas en balance les études pharmacoéconomiques et le profit que rapportera ce médicament innovateur, entre guillemets? Donc ça, c'était la première question. Elle permettra un peu de passer à la seconde. Par rapport, quand on discute, nous, avec les directeurs des caisses actuellement au Maroc, CNSS, CNOPS, entre autres, on n'a pas l'impression qu'ils intègrent tout ce que vous venez de dire par rapport aux qualis, la qualité de vie et tout ça, et qu'ils voient essentiellement la cagnotte qu'ils ont, ce que va coûter le médicament en prenant en considération un certain nombre de patients, et dire, avec tous les autres pathologies qui doivent être prises en charge, est-ce que j'ai assez d'argent ou j'ai pas assez d'argent? Et les choses s'arrêtent là. Merci pour ces deux questions, on va dire, pertinentes au cœur du sujet. Pour la première question, donc la première question, c'était sur le processus d'octroi. Là, le Maroc, on est en train de bifurquer et aller vers un autre système avec les agences. Donc, on était calqué initialement sur un modèle français où il y a l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché, il y a la fixation de prix et le tiers payant en remboursement. Et ce tiers payant en remboursement était basé sur ce qu'on appelle en France l'ASMR, la preuve de service médical rendu. On les classe et en fonction du classement, on donne ou on ne donne pas. Il y a le modèle anglais. Il y avait le modèle anglais, c'était d'emblée prix, remboursement sur le même procédé. D'après, on va dire, le mouvement actuel, on va partir vers un modèle AMM, prix, remboursement, tiers paiement, dans le même process. Donc, pour intégrer justement ces modèles pharmacoéconomiques initialement. C'est ce qui est fait avec la FDA, c'est ce qui est fait avec la NHS, qui sont les modèles, on va dire, les plus pertinents dans cette approche. Donc, d'emblée, on va dire, que ce soit les sociétés savantes, que ce soit l'industrie pharma, doivent fournir ces données pharmacoéconomiques d'emblée. Mais pour ces données pharmacoéconomiques, si on prend le modèle anglais, il demande obligatoirement, pour toute innovation, en plus des essais cliniques d'efficacité, une étude cost-effectiveness et une étude budget impact. Donc, ils sont fournis le même jour, donc sur le dossier. Mais ils ont, l'Institut national anglais, il a des études cost of illness pour toutes les pathologies. Donc, ils ont une base de calcul. Donc, ils savent combien coûte la maladie. Et donc, pour l'innovation, ils vont calculer un surcoût. Donc, le raisonnement chez eux, il est beaucoup plus facile.
Si on fait cette approche-là au Maroc, donc nous aurons l'handicap des études fardeaux de la maladie. Ces études fardeaux de la maladie, c'est la pierre angulaire. Il faut qu'on les ait pour aller vers ce calcul. Sinon, c'est pour ça que j'ai mis la slide sur le process, parce qu'il y a des études, il y a des labos au Maroc qui présentent des dossiers, ils présentent des cost effectiveness locales, des budget impact, mais le décideur n'a pas l'information initiale. Combien la pathologie me coûte? Combien la pathologie me coûte et non pas le traitement. Parce que s'il voit que le coût de traitement, c'est ce que vous avez dit, donc le raisonnement sera faussé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les décideurs au Maroc, ils sont maintenant ouverts à cette approche et ils sont en train d'être formés sur cette approche. Depuis 1 an maintenant, tous les acteurs actuels, les principaux acteurs, ils sont en train d'être formés sur l'approche pharmaco-économique, Health Technology Assessment et analyse pharmaco-économique. Donc, on aura toute une nouvelle génération de décideurs qui sont, on va dire, formés et imprégnés par cette culture. On sait que ces études pharmaco-économiques ont déjà un coût assez important. Alors, la prise en charge justement de ce coût d'études pharmaco-économiques, est-ce qu'il est assuré, est-ce qu'on peut l'accepter qu'il soit fait par l'industrie pharmaceutique, ou bien il faut se baser sur des organismes indépendants? C'est une très bonne question. Là, ces études pharmaco-économiques, ils font partie, de la recherche clinique, qui est faite par des équipes de recherche, qui est souvent faite ailleurs par l'industrie pharma, qui travaille directement ou indirectement avec des équipes de recherche ou des cabinets on va dire de consulting, et certains types, ils sont sponsorisés directement par l'État. Mais partout dans le monde, les cost of illness, c'est du recours de l'État, et l'industrie pharma, elle peut supporter. Les cost effectiveness, c'est du ressort de l'industrie pharma, et l'État, les organismes, les agences, ils font un contrôle qualité sur l'étude. Les budget impact, c'est entre les deux, parce que c'est une discussion. Donc, ça, on va dire les modèles qui sont utilisés. Au Maroc, on ne va pas être différent. Il y aura des études faites, sponsorisées par l'industrie pharma, il y aura des études demandées par l'État, il y aura les sociétés savantes d'hématologie, de neurologie, de cardiologie, ils vont pousser pour avoir des études, qu'elles soient étatiques, académiques ou sponsorisées. Il y a aussi, il ne faut pas les oublier, les associations de patients. Dans la prise de décision à l'échelle internationale, les associations de patients sont dans le tour de table. Ils ont leur mot à dire. Donc, ils ont leur mot à dire pour introduire l'innovation. C'est pour ça que les patient-reported outcomes sont importantes. Donc, au-delà de l'efficacité classique, au-delà de la cost effectiveness, il y a le vécu patient. Et les associations de patients, ils sont encore dans ce lobbying pour les études. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on a les compétences nécessaires, justement, indépendamment de l'industrie pharmaceutique, pour faire justement ce genre d'études? Est-ce qu'on a des compétences réelles dans le domaine, indépendamment de l'industrie pharmaceutique? Nous avons une société savante dédiée à ça, qui est la SMEPS. Nous avons une équipe de recherche qui est dédiée à ça, qui est l'RP2E, l'équipe de recherche en pharmacoéconomie, pharmacoépidémiologie, où nous avons des pharmacoéconomistes, des statisticiens, des biologistes, des médecins, des pharmaciens, des économistes de santé. Donc, c'est une nouvelle spécialité où nous avons beaucoup de doctorants. Donc, et à l'échelle internationale, c'est des compétences qui sont en train d'émerger. Il n'y en a pas des milliers, c'est sûr, parce que la spécialité, elle est nouvelle. Il y a beaucoup, on va dire, de outsourcing. Donc, même en Europe, tu vas trouver des études pharmacoéconomiques qui sont faites avec des compétences où on va mettre un Indien, un Américain, un Libanais, etc. Donc, parce que ça... on va dire, c'est très hétérogène. Il y a beaucoup de statistiques, mais il y a aussi de l'économie, il y a aussi du clinique, il y a de la recherche clinique. Donc, ça demande des équipes de recherche. Oui. Bonjour, je me présente. Donc, je suis Dr Sardiji, je suis professeur en hémato, j'exerce en Tunisie. Et bon, je n'ai pas de questions, mais je voulais relater un petit peu la situation en Tunisie. Donc, vous avez décrit un petit peu le Maroc.
J'ai été présidente de la commission d'AMM au ministère de la Santé en Tunisie et le dossier d'Emimra a été soumis pour AMM. La discussion était, en fait, dans cette commission, il y avait des membres de la CNAM. Donc, en fait, en principe, on attribue l'AMM sur des données scientifiques. Mais la discussion de coûts a été impliquée dans cette décision et le dossier a traîné 2 ou 3 ans à cause du coût. Et on a demandé donc une étude pharmacoéconomique avant d'attribuer l'AMM. Et ça a été donc, on a sollicité l'instance nationale d'accréditation et d'évaluation dans le domaine de la santé. C'est une instance qui existe en Tunisie depuis 2011. Ils ont fait donc avec la direction HTA, Health Technology Assessment, qui ont fait l'étude. Ils ont démontré donc que c'est efficace, finalement. Il n'a pas encore, je pense, le produit n'a pas encore eu le remboursement. Et donc, surtout chez des hémophiles avec inhibiteur, donc il est prescrit actuellement et avec des recours, ce n'est pas encore donc attribué et donné pour tous les patients. Donc là, ça se voit l'intérêt, l'innovation de ce traitement et donc tout ce qui est coût reste on va dire, entre guillemets, l'handicap. Et donc je pense qu'on n'a pas le choix. Il faut l'accorder, le remboursement et l'AMM. Voilà, donc je voulais relater tout juste la situation en Tunisie. Donc en fait, c'est la même procédure, mais avec des instances qui existent. Et c'est les mêmes problèmes au Maroc. Merci. On travaille beaucoup avec les collègues tunisiens. La Tunisie, c'est un pays qui était pionnier dans l'introduction de l'approche pharmaco-économique, donc en Tunisie. Le Maroc, maintenant, il prend le même chemin. Et donc, je sais qu'en Tunisie, la transition, on va dire, il y avait des complications dans la transition, mais donc c'est un modèle, en tout cas sur les structures, c'est un modèle qui nous a inspiré aussi au Maroc, notamment dans notre société savante, qui est une société savante marocaine, mais qui a toujours des collaborations, notamment avec les collègues tunisiens. L'avant-dernière, je pense. Ouais. Okay. Donc, bonjour à tous. Donc, la première chose, je voudrais vraiment remercier le Bureau de la Société marocaine d'hématologie d'avoir associé et d'inviter un collègue, un ami, professeur Amr Moujoud. Ça fait des années qu'on ne s'est pas vu et c'était l'occasion aujourd'hui de le revoir. Donc, tu es le bienvenu, Amr, et Inch'Allah pour la prochaine fois. J'ai une question on a discuté avec mes collègues ici, là, maintenant, quand tu étais en train de faire ta présentation, très intéressante d'ailleurs. Comment, pour les décideurs, comment introduire une thérapeutique qui est, bien sûr, les différentes études scientifiques montrent qu'elle est efficace. Sur le plan pharmacoéconomie de certains pays, montre aussi un cost-efficient qui est aussi intéressant. Mais les décideurs, ils ont besoin de quelque chose qui est pratique. Donc, l'hémophilie, on va parler de l'hémophilie. Qu'est-ce qu'elle coûte l'hémophilie au Maroc pour l'État marocain? Sachant que la prophylaxie, on se bat encore pour que les hémophiles marocains reçoivent une prophylaxie avec des facteurs, je dirais, standards. Et même cette prophylaxie, c'est une prophylaxie à faible dose. Et donc, si on leur montre que cette thérapeutique innovante, qui est chère quand même, elle va être beaucoup plus intéressante que ce que vous dépensez là maintenant, c'est un peu compliqué. Je pense qu'il faut qu'on ait déjà, qu'on traite correctement nos patients, je dirais, par les facteurs standards, avant de leur montrer qu'avec ces nouveaux traitements, c'est beaucoup plus intéressant. Merci, cher ami, pour ces mots et pour ta question pertinente. Moi, je suis un technicien de calcul. Donc, si on fait le calcul de combien coûte réellement l'hémophilie pour le patient marocain, je ne sais pas si ce calcul est déjà fait.
Justement, je voulais rebondir sur cette question on s'était mis d'accord avec le professeur Ahid de démarrer un travail par rapport justement à ce que coûte l'hémophilie. Oui. Alors l'hémophilie est déjà, à partir des patients qui sont sous traitement, de pouvoir, même si ce n'est pas la bonne méthodologie, parce que c'est les patients de maintenant, ils sont déjà en cours, mais vraiment de faire cet exercice. Pour faute de temps, on n'a pas pu le faire et pour le présenter aujourd'hui, mais ça va être fait. C'est vraiment avec le professeur Ahid, il était d'accord et c'est quelque chose qui a été initié. Mais c'est ça l'idée. Pour présenter un dossier d'une innovation thérapeutique, on doit d'abord présenter le dossier du coût de la pathologie. Le coût de la pathologie avec le standard local de traitement. Il n'est pas idéal, mais il faut un calcul. Donc ça, c'est les études cost of illness. Ils doivent être faites par les sociétés savantes, par l'industrie pharma, par les équipes de recherche, par différents thésards dans différentes universités marocaines. C'est des études qui sont faciles à faire. Il faut juste respecter des standards de méthodologie. Si on a ce premier calcul du coût de la pathologie, à ce moment-là, on fait de la modélisation cost-effectiveness. C'est ce que le Pérou a fait. Ils ont trouvé que voilà le coût hémophilie, traitement standard. Et voilà l'éventuel coût sous emicizumab. Et c'était beaucoup moins cher parce que les malades sont moins compliqués. Et donc, c'est ça le calcul. Je pense un décideur, si on lui présente une bonne étude, bien faite, coût pathologie et coût innovation thérapeutique, et le coût innovation thérapeutique est moins cher, personne ne va jeter de l'argent par la fenêtre, je pense. Dernière question pour clore la session aussi, c'est une petite réflexion. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier la Société marocaine d'hématologie à travers son présidente, Dr Khoubila, pour le choix pertinent du sujet, parce que vous avez abordé un aspect particulier de notre pratique médicale qui s'inscrit dans le cadre général du management de la santé et peut-être qui est méconnu surtout par les plus jeunes. Ici, les résidents, je suis sûre qu'ils ont beaucoup appris. Nous avons appris aujourd'hui les aspects de la pharmacoéconomie, mais j'ai une question, une petite réflexion qui va ouvrir peut-être les débats futurs. Moi, je suis hématobiologiste et je suis totalement persuadée par cette démarche. Mais si je me place du côté des prescripteurs, alors certains prescripteurs vont penser et vont dire que si on connaît bien l'efficacité de ce médicament, qui est cher, oui, mais qui est beaucoup plus efficace, qui a beaucoup de bénéfices sur le bien-être du patient, sur l'évolution de l'état de santé du patient. Alors pourquoi faire ces études économiques? On a des études bien faites dans la littérature. Je n'ai pas besoin de ces études pour prescrire ce médicament. Alors, comment pouvez-vous les convaincre à cet effet? Vous avez parlé des prescripteurs, oui. C'est-à-dire des médecins. Des médecins. Le médecin, il est acteur, entre guillemets, je suis médecin, mais dans cette histoire, le médecin, il est acteur secondaire. Parce que je prescris les emicizumab. Est-ce que le patient va l'acheter? Donc, pas possible. Donc, le raisonnement prescription n'est pas valable ici. Parce que, en prescrivant un traitement qui coûte, je ne sais pas, 100 000 dirhams, je dis à titre, le patient ne va pas l'acheter. Il n'a pas les moyens pour l'acheter. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il est très important. Si, dans les données d'efficacité d'une innovation thérapeutique, on peut extrapoler et introduire dans un pays. Pour les données pharmacoéconomiques, on ne peut pas extrapoler, on peut s'en inspirer, parce que chaque pays, il a ses propres coûts. Combien coûte une transfusion au Maroc? Ce n'est pas le même prix qu'au Brésil, ce n'est pas le même prix en Tunisie. Donc, les médecins ne sont pas payés pareil, les infirmiers ne sont pas payés pareil, la charge fiscale n'est pas pareille. Donc, dire que c'était coût efficace au Japon, donc je l'introduis au Maroc, ce n'est pas valable méthodologiquement. Donc, toujours, il faut contextualiser le calcul. Je ne l'ai pas détaillé. Dans les cost effectiveness, on les compare à un seuil défini par pays. Chaque pays, il définit son propre seuil selon ses équilibres macroéconomiques. Donc, le seuil adopté en Angleterre, on ne peut pas l'avoir ici. On aura un seuil qui répond à notre économie. Après, il y a des négociations sur les prix en facial ou en non déclaré pour ajuster ces prix. D'accord, merci. Alors, merci à Dr Khoubila et Dr Mawjoud pour cette belle session.
On va passer maintenant, je pense, à la dernière présentation. C'est un symposium intitulé « Les thrombopénies immunes » qui nous sera présenté par Dr Madani. Professeur Madani, chef du service d'hématologie et hématologie oncologie pédiatrique du CHU de Casa. Pour les gens qui ne le connaissent pas, bien que tout le monde le connaît, enfin, il n'est pas à présenter. Tu n'avais pas besoin de le dire. Moi, c'est pas grave. Alors, bonjour à tous. Avant de commencer, je voudrais aussi d'abord me joindre à ce que disait mon maître, le professeur Saïd Mouchkron, ce matin, en prenant le relais de la modération, et dire à quel point nous sommes heureux et très honorés de recevoir nos amis tunisiens après une période creuse de 5-6 ans, 10 ans que c'était le Covid. Et puis bon, marhaba bikoum, et j'espère qu'on continuera à honorer le congrès maghrébin de la présence de tous les acteurs qui sont impliqués dans ce congrès. C'est quelque chose qui a été initié par Sibn Chkroun, Madame Meddeb, elle est là aussi, et donc nous avons la charge de devoir perpétuer ce congrès et de mieux l'animer, de le développer. Alors, on m'a demandé un petit peu de parler des thrombopénies immunologiques primitives de l'adulte, des actualités thérapeutiques par rapport à cette pathologie. Et je voulais commencer pour enchaîner sur ce qui a été dit sur la pharmacoéconomie, que le PTI n'a pas été jusque-là intégré dans les études pharmacoéconomiques, ça ne posait pas énormément de problèmes, mais que les choses vont changer très prochainement parce que les paradigmes et les indications thérapeutiques et les guidelines vont probablement changer d'ici 3-4 ans pour passer à des médicaments qui sont beaucoup plus onéreux. L'exemple type étant l'utilisation du rituximab dans le PTI, même s'il n'a toujours pas l'AMM, il n'aura peut-être pas l'AMM dans le PTI, mais ça a commencé à poser des questions sur le coût du traitement. Maintenant, les traitements prochains vont sûrement revoir cette question de pharmacoéconomie. Alors, je voulais commencer déjà par 2 petites slides ou 3 petites slides sur des données un peu générales. Les premières, ce sont des données épidémiologiques où vous voyez très bien que le PTI, c'est surtout l'enfant en bas âge, aux alentours de 5 ans, et puis après, le sujet âgé, avec des incidences assez importantes quand plus on avance dans l'âge, et plus l'incidence du PTI primitif est important, tout en sachant qu'il est essentiel de faire la différence entre tout ce qui est secondaire, qui s'est plutôt vu chez l'adulte plutôt que chez l'enfant, par rapport entre l'adulte et l'enfant, où il est essentiel et très important d'éliminer une cause secondaire avant de retenir ce diagnostic de thrombopénie immunologique primitive. Autre élément aussi essentiel et la différence entre l'adulte et l'enfant, c'est que l'enfant a très rarement des hémorragies extrêmement importantes et extrêmement sévères, nécessitant une thérapeutique assez forte au moment du diagnostic. Donc voilà un petit peu les différences qu'il y a entre l'enfant et l'adulte et leur implication thérapeutique, tout en sachant aussi qu'il y a un élément essentiel de différence, c'est que dans quasiment 3/4 des cas, pour l'enfant, les choses rentrent dans l'ordre après une première ligne thérapeutique, ce qui n'est pas du tout le cas chez l'adulte, où les thérapeutiques proposées devront revoir un petit peu l'évolution vers un PTI persistant et un PTI chronique, où les choses deviennent de plus en plus compliquées. Alors, la deuxième chose que dont je voulais aussi parler, c'est la perception de la pathologie par le médecin et par le patient lui-même. Nous, on va voir un patient avec une thrombopénie importante, avec un syndrome hémorragique, on va pouvoir classer en fonction des différentes, des différentes échelles qu'on a, et on va dire, bon, c'est une hémorragie sévère, c'est une hémorragie modérée, on va utiliser tel et tel type de traitement pour tel ou tel type de sévérité, alors que les patients, si vous voyez un petit peu, perçoivent les choses de façon très différente. Il y a le problème hémorragique, cela s'entend, il n'y a pas de souci, mais il y a aussi d'autres éléments qui vont impacter la qualité de vie de ces patients-là et qui ne sont pas en rapport avec
que l'hémorragie. Et énormément de patients vont rapporter cette notion de fatigue, cette notion d'anxiété, voire même de dépression, qui sont perçues de façon beaucoup plus importante par le patient que pour le médecin traitant. Et la sévérité de ces signes-là sont aussi rapportés de façon plus importante par le patient que par les médecins traitants. Et vous voyez ici un peu ce que rapportent les patients par rapport à l'impact de la maladie sur leur qualité de vie et sur leur vie quotidienne, qui sont ce que vous voyez ici en jaune et en bleu, aux alentours de 25%, où l'impact est extrêmement sévère sur leur quotidien de tous les jours. Et ça, on n'a pas dans notre pratique quotidienne, on s'y attelle pas énormément. Donc voilà un petit peu les choses dont je voulais vous parler un peu avant d'entamer la présentation sur le traitement lui-même. Alors, de quoi on dispose en tant que guideline actuellement? Bon, il y en a énormément de guidelines. Les derniers qui sont internationaux, ou celui de l'âge date de 2019, donc c'est un peu vieux, et qu'on pourra un peu discuter par rapport à ce qui existe actuellement. Le protocole national de diagnostic et de soins français de 2017 relate éventuellement les mêmes choses que les guidelines américains internationaux. Le guideline américain a été revu en 2022 et qu'il n'y a pas eu de changement. Quasiment aucune modification n'a été apportée. Puis il y a d'autres choses qui sont d'autres guidelines qui sont rapportées un petit peu dans la littérature et qui rapportent quelques modifications par rapport à ça. Donc sur ce timeline, je voulais essentiellement voir un peu les choses, comment ils ont évolué par rapport aux années 80, où on était enclin à utiliser la corticothérapie. Puis avec l'apparition du rituximab, ça a été introduit. Puis après, les analogues des récepteurs des thrombopétine. Donc tout ça, c'est 2008, 2009, 2010. Et après, il y a eu un silence. Et à partir de 2020, il y a eu toute une flopée d'études qui rapportent maintenant soit l'utilisation de traitements combinés, soit l'utilisation de nouveaux traitements qu'on peut mettre en place pour le PTI. Et je pense, ce que je disais tout à l'heure, que ça va être les prochaines modifications qui vont apparaître dans les nouveaux guidelines à partir de 2 ou 3 ans, les 2 ou 3 ans prochains. Alors au Maroc, qu'est-ce qu'on a à notre disposition? Bon, on a les corticoïdes, il n'y a pas de souci, avec des AMM en première ligne, les immunoglobulines polyvalentes aussi, avec des indications particulières, surtout actuellement avec la pénurie des immunoglobulines polyvalentes. Donc il y a tout un système de rationalisation des prescriptions et d'utilisation des immunoglobulines polyvalentes dans toutes les pathologies, hein, pas que dans le PTI. Donc ça devient un petit peu plus compliqué. Bon, les anti-D, on ne les a pas. Le Ritux, il n'a pas d'AMM, et s'il peut être utilisé, il peut être remboursé, même sans AMM, sous indication particulière, mais en deuxième ligne, pas en première ligne. Puis il y a des immunosuppresseurs qui n'ont pas l'AMM, bon, le CELCEP, l'azatioprine, la cyclosporine. Les analogues des récepteurs de la thrombopoïétine ont l'AMM, actuellement en deuxième ligne, sans qu'il y ait de splénectomie. Donc, alors qu'au début, la splénectomie était une condition pour l'utilisation des analogues des récepteurs. Bon, après, il y a les cytotoxiques, il y a d'autres médicaments, le danazol, la dapsone et tout ça qu'on connaît très bien. Alors, autre élément aussi essentiel, c'est que les thrombopénies immunologiques primitives ne sont pas considérées au Maroc en tant que maladies de longue durée, maladies chroniques ou maladies de longue durée, graves de longue durée. Donc, ils sont remboursés à hauteur de 75% comme ce qui est remboursé. Donc, ce qui pose relativement un problème pour les patients qui sont relativement démunis pour l'utilisation des analogues des récepteurs. Alors, moi, ce que je vous propose de faire, c'est de discuter un petit peu différentes questions sur le traitement du PTI. Donc, en première ligne, qu'est-ce qu'on a comme choix thérapeutique? Essentiellement les corticoïdes. Et est-ce qu'on doit privilégier la prédnisone ou de la prédnisonone ou la dexaméthasone? Et puis, est-ce qu'il est possible aussi d'utiliser des combinaisons thérapeutiques déjà en première ligne chez des patients? On verra quelques études par là. En deuxième ligne, pour les patients qui sont cortico-résistants ou dépendants, à ce moment-là, est-ce qu'on utilise les analogues des récepteurs, le Ritux ou autre chose? Quelques études de comparaison ou de randomisation entre le Ritux et les analogues. Et puis,
est-il possible d'arrêter les analogues? Et puis, quelles sont les indications du switch? Et pour avoir, enfin, 2 slides, je pense, sur le traitement des thrombopénies immunologiques primitives réfractaires. On passera très rapidement dessus. Donc, en première ligne, alors ce qui est préconisé au niveau des guidelines, c'est en fonction du syndrome hémorragique, en fonction du taux de plaquettes, est-ce qu'on hospitalise, est-ce qu'on traite ou est-ce qu'on peut se permettre d'observation des patients? Donc, cette question a été discutée un peu dans les guidelines, et la forte recommandation est de ne pas traiter et d'observer le patient. Or, ça pose énormément de problèmes. Pour pouvoir instaurer une observation pour ces patients-là, il faut d'abord qu'il y ait que le patient soit bien renseigné sur sa pathologie, qu'il soit proche de l'hôpital, qu'il puisse se déplacer rapidement, qu'il puisse aussi avoir un contact au niveau de l'hôpital très rapidement pour pouvoir venir et se faire traiter le plus tôt possible, ce qui, dans notre contexte, est tout au moins au Maroc, est relativement compliqué. Deuxième chose, c'est qu'il faut prendre aussi en considération le patient lui-même, avec ses comorbidités, les traitements associés qu'il prend, parce que comme c'est des patients âgés, dans la majorité des cas, il y a une polymédication associée, comment privilégier la qualité de la vie aussi pour ces patients-là. Donc, toutes ces questions-là se posent pour pouvoir dire est-ce qu'on propose une observation au patient ou est-ce qu'on propose directement un traitement de première ligne. Ce traitement de première ligne qui est suggéré est un traitement par corticothérapie. Alors, on peut utiliser ce qu'on veut, la prédnisone, la dexaméthasone, la méthylprédnisolone, éventuellement les immunoglobulines polyvalentes, les anti-D en première ligne. Je ne rentrerai pas dans les situations d'urgence qui ont un traitement particulier où on met tout le paquet d'un coup et puis après on va venir. Et puis après, la deuxième question ici, est-ce qu'on utilise le Retux en première ligne ou est-ce qu'on utilise d'autres médicaments en première ligne? Les suggestions au fait du panel d'experts sur les recommandations disent corticothérapie plus que le rituximab. Oh, pardon. Voilà. Alors maintenant, quel stéroïde? Dexaméthasone ou prédnisone ou prédnisolone. Donc, la mise à jour en 2022 des recommandations de 2019 disent que ce n'est pas la peine de changer et qu'on peut maintenir la prédnisone ou la prédnisolone à la place de la dexaméthasone en première ligne. Bon, maintenant, il y a des études qui rapportent une efficacité meilleure de la dexaméthasone sur la prédnisone. Je vais vous en montrer 2. Donc, vous avez une première étude ici. Et l'impact de la dexaméthasone sur la prédnisolone est surtout sur le taux de réponse initiale, mais pas sur le taux de réponse à long terme, sur le taux de plaquettes et du syndrome hémorragique. Donc, vous voyez ici la différence. Bon, c'est des études qui sont... les patients sont très peu nombreux. C'est pour ça que les experts disent qu'actuellement, on ne change pas. Et vous avez ici le taux de réponse de la prédnisone est à 30%, ce qui est vraiment très bas, comparé à 70%. Mais quand on descend un peu et qu'on voit un peu la réponse maintenue, elle est quasiment, pas très différente entre les deux. La deuxième étude, c'est une étude randomisée très récente, mais qui reprend aussi très peu de patients. Donc, voilà, comment on revient? Je pense que c'est comme ça. Voilà. Donc, il y a très peu de patients qui ont été inclus sur cette étude-là. Donc, vous avez un premier bras avec de la prédnisone 1 mg/kg ou un deuxième bras avec de la dexaméthasone, 4 jours de suite sur 3 périodes. Enfin, 4 jours de suite et injecté 3 fois. Et puis, l'évaluation se fait précocement et après à plus long terme. Et donc, vous voyez, c'est les mêmes résultats, au fait, avec des réponses plus intéressantes et plus importantes pour la dexaméthasone initialement. Mais quand on passe un petit peu à la réponse maintenue ou persistante, les choses sont quasiment identiques entre les deux. Donc, le choix entre la prédnisone et la dexaméthasone se fera en discussion avec les patients, et en fonction aussi de la gravité du syndrome hémorragique. Bon, ça, c'est une diapo qui a été tronquée un peu. Donc, c'est une méta-analyse qui rapporte les différents types de traitements actuellement préconisés. Vous voyez que c'est la dexaméthasone qui émerge le plus par rapport aux autres traitements, les associations par rapport à la prédnisone, tant sur essentiellement sur la réponse précoce que sur, plus sur la réponse précoce que sur la réponse maintenue. Maintenant, est-ce qu'on peut utiliser des traitements combinés en première ligne, c'est-à-dire stéroïdes avec autre chose?
L'apport du rituximab associé à la dexaméthasone apporte une réponse extrêmement intéressante sur le plan de l'augmentation du taux de plaquettes et de la régression du syndrome hémorragique. Et cela se voit sur cette étude-là, même si actuellement les recommandations préconisent de maintenir une monothérapie plutôt qu'un traitement combiné. Alors à côté de ça, du rituximab, il y a énormément de papiers aussi qui rapportent l'utilisation de la dexaméthasone associée à un autre produit. Alors vous avez ici par exemple le Cellcept, je ne sais pas si j'ai le... Non, vous avez le Cellcept en haut à gauche, qui donne aussi des réponses intéressantes, qui comparent Cellcept stéroïde, que ce soit la prédnisone ou la prédnisolone, ou Cellcept, ou les stéroïdes tout seuls, la dexaméthasone avec ou sans thrombopéitine recombinante, la dexaméthasone avec l'acide rétinoïque ou l'association triple, l'L-Thrombopac avec faible dose de rituximab et la dexaméthasone avec des réponses extrêmement intéressantes. Bon, maintenant, il y a des études en cours qui évaluent un peu l'utilisation des agonistes des récepteurs en première ligne avec la dexaméthasone, qui soient randomisés ou non randomisés pour l'L-Thrombopac et randomisés avec la dexaméthasone toute seule pour la romiplastine. Et c'est des études qui ne sont pas encore terminées. Bon, le traitement, comme je vais passer dessus parce que ça a été tronqué. Alors maintenant, je vous ai mis un peu le titre d'un papier qui est sorti en 2023, où il était rapporté qu'il est important de revoir notre attitude par rapport au traitement de première ligne des patients avec PTI. Est-ce qu'on maintient des stéroïdes tout seul ou une monothérapie mettant toute seule, ou est-ce qu'on peut passer à l'utilisation de traitements combinés qui, je vous les ai montrés, apportent un bénéfice tout au moins sur la réponse initiale. Alors, deuxième partie, les patients qui restent corticodépendants ou qui sont corticorésistants. Bon, là, les choses sont relativement pas très claires. Nos options thérapeutiques actuelles, c'est soit rituximab, les analogues des récepteurs, en deuxième ligne directement. Donc, ce sont les deux possibilités thérapeutiques qui sont mises à notre disposition. Et vous avez le choix se fera sur énormément de situations. Est-ce que le patient va préférer un traitement long? Est-ce que le patient va préférer un traitement court? Alors, à ce moment-là, c'est le rituximab plutôt que les récepteurs des analogues. Et on reviendra dessus. Et puis, vous voyez ici les traitements qui ont des taux de réponse importants, c'est bien sûr les analogues des récepteurs, le rituximab, et puis les autres thérapeutiques qu'on peut aussi proposer, mais qui n'ont pas de force d'efficacité assez importante. Donc sur les trois produits qu'on a, c'est les trois analogues des récepteurs, donc l'L-Thrombopac, la romiplastine ou l'avatrombopag qui n'existent pas encore au Maroc. Vous avez des taux de réponse en deuxième ligne aux alentours de 70%, avec une réponse durable qui est aux alentours de 50 à 60% pour les récepteurs. Le rituximab donne des taux de réponse initiale intéressants, aux alentours de 60%, mais les taux de réponse durables sont vraiment très faibles. Vous voyez un taux qui descend aux alentours de 20% pour les patients qui ont répondu initialement au rituximab. À tel point que certains maintenant préconisent de ne pas discuter le rituximab en deuxième ligne, discuter un peu le choix des patients, éventuellement s'ils préfèrent un traitement qui est de courte durée, d'un mois à peu près, et après éventuellement passer à une autre alternative thérapeutique s'ils n'y répondent pas, et préconise de mettre en route d'un traitement par récepteur, par analogue des récepteurs dès la deuxième ligne de traitement. Donc sur les différentes méta-analyses, vous voyez très bien que quel que soit le standard of care qui est proposé, rituximab, reprise des corticoïdes, autres traitements immunosuppresseurs éventuellement, les différentes études sont plutôt en faveur d'utilisation des analogues des récepteurs plutôt que le standard of care qui est proposé. Alors, le rituximab en deuxième ligne, qu'est-ce que ça donne? Je pense qu'on a tous l'expérience d'avoir des réponses assez bonnes au début, mais être désenchanté après sur des rechutes relativement précoces des patients qui ont été mis sur rituximab et quelle que soit la dose. Nous, dans le service, on utilise 100 mg par mètre carré, J1, J8, J15, J22 par mètre carré. Ouais. Donc là, c'est une étude française, au fait,
qui rapporte un peu les résultats sur les patients qui ont eu du rituximab en deuxième ligne. La réponse initiale est bonne. À 5 ans, on est aux alentours de 30% des patients qui vont maintenir leur taux de plaquettes en bonne réponse. Et vous voyez, là, ils ont utilisé ils ont comparé 2 cohortes. C'est soit 100 1 gramme 2 fois ou 4 fois 375. Et là, les résultats sont quasiment identiques. Par contre, quand on compare les analogues des récepteurs au rituximab, vous voyez sur très peu de patients, 35 patients ont reçu des analogues et 20 patients ont reçu du rituximab en 4 fois. Les réponses initiales sont identiques, mais beaucoup de patients, 75% des patients qui ont été mis sur rituximab vont passer directement à un traitement ultérieur plutôt que ceux qui ont été mis sous analogue des récepteurs, où il y a quasiment la moitié qui vont devoir recevoir un traitement de 3e ligne. Alors, l'autre question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut arrêter les analogues des récepteurs? Donc, vous avez ici, je vous ai mis un peu 2 études qui rapportent quasiment les mêmes résultats. C'est les patients qui vont répondre initialement à l'L-Thrombopag ou à la rhumoplastine ou à la Vathrombopag, et chez qui l'arrêt va se faire de façon progressive jusqu'à un arrêt total. Et en gros, 30% des patients répondeurs initialement qui étaient en 2e ligne vont maintenir un taux de plaquettes correct après l'arrêt des analogues des récepteurs. Donc cette possibilité existe, qu'on peut arrêter. Maintenant, les questions qui peuvent se poser, quels patients peuvent bénéficier de l'arrêt? On ne sait pas. Est-ce que c'est les patients qui répondent très rapidement? Est-ce que c'est les patients qui ont un chiffre de plaquettes beaucoup plus élevé que la moyenne? Est-ce que on va voir ces patients, quels patients vont rechuter? On ne sait pas. Donc il y a énormément de questions qui vont se poser par rapport à l'arrêt, et je pense qu'il est relativement licite de pouvoir proposer cet arrêt, d'autant plus que, comme je vous ai montré au début, c'est des médicaments qui ne sont pas couverts en totalité par les assurances maladie et que beaucoup de patients se plaignent de le fait que le traitement soit maintenu à très long cours. Maintenant, est-ce qu'il est possible de switcher entre les différents analogues des récepteurs? Oui, on peut switcher entre L-Thrombopag, Avatrombopag, entre romiplastine, Avatrombopag, ou le contraire. Je n'ai mis qu'une seule étude qui va proposer un switch entre la première génération romiplastine ou L-Thrombopag et l'Avatrombopag. Et vous voyez ici, pour les patients qui étaient en réponse, surtout sur le graphique de droite, les patients qui étaient réfractaires à la romiplastine ou à L-Thrombopag, ils peuvent bénéficier d'un switch vers l'Avatrombopag qui permet d'obtenir des réponses assez conséquentes. Alors très rapidement, je pense... Ah, il me reste encore 17 minutes. Ça inclut les questions, ça? Ah bon, d'accord. Les PTI réfractaires, donc, alors comment est-ce qu'on définit un PTI réfractaire? C'est quelque chose qui est extrêmement débattu actuellement. Et vous voyez un peu les définitions ont énormément changé durant le temps. Si on parle des choses qui ont été rapportées récemment. Alors, en gros, on estime qu'un PTI réfractaire, c'est ça un PTI qui ne répond pas à 2 lignes de traitement. Que ce soit les analogues, que ce soit le rituximab, les stéroïdes, ou ceux qui ont été splénectomisés et qui rechutent aussi. Donc, c'est des choses qui sont encore débattues et qu'on n'a pas encore de définition très exacte d'un PTI réfractaire. Alors, ce qui est proposé en gros, c'est des choses qui sont pas encore très systématisées. Pour un PTI réfractaire, on peut reprendre les mêmes médicaments, faire un switch entre les analogues des récepteurs, utiliser des médicaments immunosuppresseurs, le Cellcept, la cyclosporine, utiliser de la chimiothérapie, cyclophosphamide, éventuellement des 20K alcaloïdes. Et ce qui reste à la fin, ce sont les nouveaux médicaments qui sont maintenant actuellement testés. Alors, on a les inhibiteurs de SIG, les anticorps monoclonaux anti-CD38
le daratumumab a été utilisé. Il y a un deuxième inhibiteur anti-CD38 qui a été, enfin un anticorps monoclonal anti-CD38 qui est en cours d'étude et qui donne des résultats relativement satisfaisants. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Il y avait des inhibiteurs de BTK, mais ce n'est pas les mêmes inhibiteurs de BTK qu'on utilise dans les hémopathies lymphoïdes chroniques. Donc il y a beaucoup de médicaments qui vont rentrer dans l'arsenal thérapeutique actuellement des PTI réfractaires et qui vont probablement aussi évoluer, vous remonter à la deuxième ligne, la première ligne, j'en sais rien, mais les choses évoluent très rapidement et les choses aussi auront un impact très important sur la prise en charge parce que les médicaments sèches, on ne parle que du daratumumab. Alors le schéma thérapeutique proposé, c'est 8 injections au total. Donc ça fait quand même un coût, ce n'est pas le coût du myélome, mais ça fait quand même un coût assez conséquent quand on utilise le Darzalex pour des patients qui ont une pathologie bénigne, entre guillemets. Voilà, donc sur ce slide, je pense que je devais conclure et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci, Oustad. On a moins tendance à enlever la rate. La place de la splénectomie, à quel moment on peut l'envisager? On est très réticent actuellement pour la splénectomie. Effectivement, on splénectomise de moins en moins. La problématique qui se pose, c'est qu'on est limité par rapport aux thérapeutiques qu'on peut proposer aux patients. Et qu'à un certain moment, sur des patients, en gros, qu'est-ce qu'on a? On a des stéroïdes, l'Euritux et les analogues des récepteurs, en gros. Hein. Maintenant, on ne rentre pas dans les patients qui vont utiliser des immunosuppresseurs, de la chimiothérapie et tout ça. Mais en gros, cette limitation des produits qu'on peut proposer aux patients nous fait, pour certains patients, surtout des patients qui sont totalement réfractaires, de proposer certainement la splénectomie. Mais ce qui est sûr, comme vous dites, c'est que la splénectomie est actuellement reléguée vraiment en fin de course, tout en prenant aussi en considération les effets secondaires de la splénectomie, tout ce qui est problèmes infectieux, des problèmes thromboemboliques. Bon, c'est de la chirurgie aussi, mais bon, c'est sûr qu'on l'utilise de moins en moins. Des questions dans la salle? Pas de questions? J'ai comme jeu. Bien. On remercie le professeur Madani pour sa présentation et je vous invite à aller déjeuner. Je ne sais pas les organisateurs à quelle heure ils veulent reprendre. 14h30, 14h20, pas 30. Excusez-moi. Alors à tout à l'heure, 14h20. Monsieur le Madani. Merci madame. Monsieur le Madani. J'ai une question. Salut tout. Vous avez des Ben Amour avant?